Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Le gouvernement ne peut pas aussi avoir l'ambition de résoudre tous les problèmes. Il va tomber, il va tomber dans la démagogie. Comprenez? Le gouvernement accompagne l'activité humaine. C'est comme ça que le gouvernement favorise l'éducation, favorise l'école, favorise les universités. Quand les hommes vont sortir, il faut que l'entrepreneuriat, la culture de l'entrepreneuriat, ça, nous devons faire un effort pour que ça vienne ici. La coopération avec les autres. Aujourd'hui, vous avez vu que, on ne l'a pas cité, mais ça aura un impact majeur dans 5-6 ans. Oui. La transformation de l'INPP. Oui. Avec la coopération chinoise, la coopération maintenant japonaise. Et même iranienne. Donc, oui. nous allons avoir effectivement les micro-emplois parce que des gens qui vont sortir de ces formations seront capables de produire. Les hommes de métier. Ils vont travailler et le pays va connaître cette classe moyenne dont on parle tant, qui en réalité fait booster une économie. Il ne faut pas tomber dans la politique politicienne. Quand vous tombez dans cette politique, évidemment, les angles de perception changent. Si moi je suis un opposant, je regarde ce qui doit aller bien. Je dirais, écoutez, je n'ai pas encore mangé. Il y a eu des morts, il y a eu des inondations. Oui. Et écoutez, il y a encore des gens à Béni qui meurent. Oui. On peut, dans cet angle de perception, on peut dire des choses et avoir raison. Le gouvernement va dire, mais vous ne regardez que les morts, mais vous ne regardez pas les gens, les nombres de sauvés. Mais j'aimerais bien quand même que les gars, parce qu'ils Oui. nous suivent, ils se posent aussi cette question. Si Matata travaille aussi bien, avec autant de résultats, parce que ce n'est pas la première fois, l'UNICEF l'avait invité à plusieurs reprises témoigner au nom de la RDC, il vient même d'être invité il n'y a pas longtemps à Londres pour parler du dynamisme de l'économie nationale. Il a été cité tout à l'heure que la RDC c'est le deuxième pays qui a attiré plus d'investissements après l'Afrique du Sud. Pourquoi parfois les gens le critiquent, Matata? Non, parce que le drame c'est que, bon, j'aurais voulu qu'il y ait autant de Matata. C'est ce qui nous aurait... Il devait y avoir plus de Matata. Plus de Matata que moins de Matata. Parce que, écoutez, nous sommes des responsables. On ne va quand même pas aujourd'hui nous accuser de faire de la propagande. Oui. Nous avons l'obligation de la vérité. Et cette vérité-là, c'est que le pays est en train de connaître un certain nombre de changements et de mutations. Le Premier ministre qui est en place, Dieu merci, c'est lui qui est là. Oui. Il fait des efforts et pour encourager un homme politique, il faut quand même reconnaître ce qu'il fait, même si c'est très peu, oui. il faut le reconnaître. Mais la culture qui est en place, cette culture politique basée sur les résultats, aujourd'hui, la rigueur dans la gestion des fonds publics, tout cela a pu permettre à ces... Mais est-ce que cette rigueur de la gestion des fonds publics, est-ce que c'est africain? Est-ce que c'est congolais? Non, c'est humain. Parce qu'on est dans une culture de partage, non, de solidarité. La mauvaise gouvernance. C'est pour ça qu'on dit que l'argent ne circule pas. La mauvaise gouvernance, oui. la prédation. Vous avez beaucoup vécu en Europe. Oui. En Europe, quelqu'un peut se promener sans moins de 10 € par jour. Absolument. Mais il a eu le temps d'avoir accès à tous les services. Oui. Il a une carte, il peut aller dans les studios. Donc l'argent, il peut manger, il peut se promener sans avoir du cash sur lui. Sans avoir du cash avec oui, lui. Absolument. Nous sommes en train d'aller progressivement vers cette dynamique-là. Notre société va y arriver. Ce qui est vrai, c'est que nous ne devons pas nous complaire dans les résultats d'aujourd'hui. Nous devons être les pilotes de l'économie africaine. Ce qui est attendu du Congo, c'est d'être le moteur de l'économie mondiale. Voilà. Et d'ailleurs, il l'a dit mieux que nous-mêmes. Il ne faudrait pas que le bien sur le Congo, les performances congolaises, ne viennent que de la bouche des étrangers. Ça fait la 5e fois, en moins d'une année, que des hommes de haut niveau disent de ce qui se passe dans notre pays en nous disant « Congolais, ne dormez pas, vos performances sont signalées ». Là, vous avez parlé de M. Diallo qui est du PNUD, oui, oui. Mais il y a eu le vice-président de la Banque mondiale qui en a parlé. Il y a Mme Lagarde de FMI qui en a parlé. Oui. Il y a, mais vous savez, de la BAD, lui, n'en parlons même pas. Oui. Il en a parlé. Le président sénégalais, il en a parlé. Le président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc nous ne pouvons pas... Donc pourquoi les étrangers voient ce que nous ne voyons pas? Parce qu'ils sont objectifs. Ils n'ont pas l'angle de perception de la contradiction politicienne. On ne peut pas tout faire comme la politique. Non. La politique décide, à un moment donné, il faut qu'on aille dans l'analyse générale. Le débat général, c'est que le pays a besoin de tous ses fils pour pouvoir se reconstruire et aller de l'avant. Le pays a une certaine chance aujourd'hui. Nous sommes entendus. Nous sommes visibles dans l'échiquier mondial. On nous remarque.
les petits soubresauts qui commencent à bouger au Congo sont perceptibles de loin. Nous pouvons donc attirer vers notre pays des investissements. Tout homme politique, quel qu'il soit, de l'opposition ou de la majorité, son rôle actuellement, c'est de parler de son pays en bien, pour que les investisseurs viennent. Parce que même quand il sera élu, on peut vous élire sur un discours de l'opposition, de la critique. Mais si après votre mandat, il n'y a pas eu de nouveaux emplois dans votre circonscription, vous allez perdre ce mandat-là. On dit, mais qu'est-ce que nous avons eu? Et puis il n'a rien fait. Voilà. Mais justement, il faut qu'on s'oriente quand même vers ce qu'on appelle les commentaires de participants justement à ce lancement de... Comme il a abordé vous savez, il y a une certaine myopie intellectuelle. Myopie, c'est-à-dire moi, je n'ai les gens pas sont compris, aveuglés par quelque chose? Bien sûr, notamment à l'université de Kinshasa, qui est la plus grande. Ben, Moi, j'aurais bien voulu que ça soit à l'université de Kinshasa qui décerna au Premier ministre les diplômes de docteur honoris causa. Mais c'est l'université protestante au Congo, après avoir vu comment les milieux internationaux... Non, alors l'université de Kinshasa est quand même sous tutelle du Premier ministre, il ne peut pas... Alors, il va se servir lui-même. J'ai aimé une phrase lors de cette cérémonie-là, parce que, excusez-moi de vous en parler, parce que les gens peuvent croire que nous sommes en train d'ascenser... Non, nous, en tout cas, sincèrement, nous sommes connus dans ce pays. C'est scientifique ce qu'on est en train de faire. Ce sont des analyses tout à fait objectives. Le Premier ministre, en recevant son diplôme docteur honoris causa, avait dit que le président Kabila, c'est le bouclier sur lesquels viennent échouer les flèches enflammées des anti-réformes. Ça veut tout dire. C'est-à-dire quoi? Si nous tous nous regardions dans la même direction, d'abord le choix fait par le président de la République en les désignant, avec sa rigueur qui est vraiment depuis le bas âge, et qu'il a hérité de son père, et le chef savait qu'en le mettant, il y aura des chances. Et si et seulement si, il pouvait vraiment mettre en application sans que autour, même à l'intérieur, il y a des gens qui résistent à l'intérieur du gouvernement de la majorité. À ces réformes-là, on aurait fait un bond plus grand que celui que... Mais justement, question philosophique, vous allez continuer. Qu'est-ce qui peut faire que le Congolais, les managers notamment, changent de mode de gestion de la chose publique, mais il faut dénoncer, pour aller dans le même sens? Non, il faut dénoncer. Le problème, mon ami et moi, nous avons toujours dénoncé sur ces plateaux la plus grande faiblesse, le cancer qui tue le développement en République démocratique du Congo, c'est d'abord l'impunité. L'impunité. Et l'impunité, à l'intérieur, vous avez... Mais ça sera pas chasse aux sorcières. Non, vous avez à l'intérieur de cette impunité-là tous les antivaleurs comme la corruption, la négligence, le laisser-faire, la promotion des voleurs. Quelqu'un qui a détourné, il est promis à une fonction supérieure, il vient même, c'est moqueux. Des gens, vous pensiez quoi? Mais revoici. Donc des choses comme ça, on ne peut pas accepter. Alors, en ce qui concerne les actions à mener, les actions à mener sont très importantes et sont nombreuses. D'abord, souvenez-vous, nous, au niveau des toiles d'araignée, on s'était battu. On les disait haut et fort que, attention, notre budget là, tel que nous le consommons, ce n'est pas bon. 60% de notre budget, nous les consommons rien que pour le fonctionnement des institutions. Il faut inverser la tendance. Il faut faire en sorte que... C'est le chef de l'État qui a compris le message. Et qui nous a pratiquement rejoints parce que nous, on demandait même qu'on puisse réduire les trains de vie des institutions à 50%. Mais le chef de l'État a décidé à 30%. Nous attendons voir le budget qu'on va promulguer si vraiment l'instruction a été bien respectée. Les bénéficiaires vont et pourquoi nous avons fait ces bons? Nous avons fait ces bons parce que le gros des investissements n'est pas venu de l'extérieur. Quand vous regardez l'enseignement primaire et secondaire, la construction des écoles, c'est l'argent du trésor public congolais. Quand vous regardez la santé, je vous ai fait une démonstration. Et les autres partenaires au développement viennent en appoint. Ça, c'est ça, la souveraineté. Et lorsque vous agissez en utilisant les moyens internes... Vous pouvez faire un bon arbitrage. Bien sûr. Et vous avez les statistiques, vous prenez des bonnes décisions. Et ça encourage. Regardez aujourd'hui, la patronne de l'UNICEF, chaque fois... qu'elle prend la parole, elle ne fait que citer l'exemple de la République démocratique, parce que c'est inouï. Donc, il y a moyen, avec le peu de moyens que nous disposons à l'intérieur du territoire national, si et seulement si on essaie de réduire les trains de vie des institutions, on supprime des dépenses inutiles, des voyages où les gens vont faire le shopping au lieu de travailler, et bien tout ça, et c'est là où
réside la force de Matata parce qu'il a un ciseau très tranchant, il coupe Et il résiste. et il résiste à tous les chocs. Et il résiste. D'ailleurs, anecdotiquement, il semblerait que des ministres, parfois, quand ils déposent des demandes ou des frais à dégager par l'État pour des voyages, s'ils ont demandé 100, le Premier ministre donne 30. Il a un bic vert là. Il a un bic vert et cela veut dire que c'est ni oui ni non, alors mais on ne paye pas. Insensibilité. Voici ce que pensent les autres, justement, de ces bons en avant de la RDC. Je pense que ces bons marquent le progrès en termes de la RDC, en termes de ses efforts de développement. Comme vous savez, l'indicateur du développement humain prend en compte des éléments en termes de santé, d'éducation et de revenus. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ça montre l'importance de l'outil statistique et de la remontée des données au niveau international. Donc c'est ces deux éléments qui ont vraiment aidé à cette progression. Il faut reconnaître que ce classement-là est essentiellement tiré par deux grands facteurs. Le premier facteur étant d'abord le travail interne qui a été fait au niveau de toutes les composantes de l'indice de développement humain, à savoir la santé, l'éducation et la croissance économique. Et puis le deuxième, qui est effectivement un des éléments qui est souvent négligé, c'est que la RDC, cette fois-ci, a fait et a essayé de faire savoir ce qu'elle a toujours fait en matière de développement humain. C'est-à-dire collecter les statistiques et les donner à la personne chargée effectivement de collecter les bases de données dans lesquelles les indépendants qui élaborent le rapport tirent les statistiques pour en faire les classements. Ça, c'est une chose qui n'est pas souvent beaucoup mentionnée. C'est un processus de longue haleine. On n'est pas arrivé là par hasard. C'est parce que le gouvernement du Congo a pris des décisions courageuses, des décisions douloureuses quelquefois. Par exemple, la bancarisation des salaires, par exemple, le maintien d'un taux d'inflation qui est bas, le fait de l'élargissement de l'assiette fiscale qui permet au gouvernement de collecter plus de revenus et de contrôler l'évasion fiscale, c'est ça qui lui donne les moyens de pouvoir investir dans ces secteurs-là. Donc il faut continuer à amplifier ce mouvement. Ce n'est pas les partenaires du Congo qui font ça à la place du gouvernement. C'est le gouvernement et les Congolais, dans le secteur privé et public, qui font ce travail. Nous, nous sommes dans un mode d'accompagnement et de création de ressources et de communication sur le Congo pour mettre en valeur le potentiel d'investissement que ce pays a. Je me permets de dire ici, en guise de conclusion, que le rapport Faire du business, que la Banque mondiale appelle Doing Business, pour l'année 2015, a montré que le Congo, après l'Afrique du Sud, est la deuxième destination la plus importante des investissements directs étrangers en Afrique subsaharienne. Est-ce que quelqu'un connaissait cette statistique? Les gens ne connaissent pas cette statistique. Pourtant, ce sont ces investissements qui créent des emplois. Ce sont ces investissements qui vont amener de grosses entreprises, qui vont permettre aux PME congolaises et aux prestataires de services congolais de pouvoir avoir des contrats avec les grosses sociétés internationales pour pouvoir amener des travailleurs, faire du transport, donner des intrants dans le cadre des industries minières. Tout ça procède de la création d'emplois, donc de tirer l'économie congolaise et l'emploi au Congo vers le haut. Il s'agit de poursuivre le cap du travail sérieux de réforme qui a été engagé sur la volée du chef de l'État. Comme vous le savez, le chef de l'État, son image maintenant, c'est l'image du réformateur, simplement du réformateur. Il faut le dire. Alors, Jérôme Sekana, c'est vrai que quand on écoute tout ceci, on se retrouve à Bouta, on se retrouve à Kamwanga ou je dirais à Kasumbalesa. On s'est posé la question, mais bon, mon environnement immédiat n'a pas trop changé. Quand est-ce qu'il va changer? Est-ce que ces éloges qui sont faits à la RDC sont vérifiables? Vous parlez tout à l'heure de l'emploi. Qu'est-ce qu'on peut dire pour décoder tout ceci? Bon, vous savez, on a parlé du revenu. Je voudrais d'abord informer aux compatriotes que notre produit intérieur brut national s'élève aujourd'hui à 40 milliards. 40 milliards? Oui, nous revenons de très loin. Vous avez vu le produit intérieur brut par tête d'habitant dans les 680, oui. Mais parce que les calculs ont changé. Hein. On évaluerait même à 750, quelque chose comme ça. Et le revenu, je veux vous donner peut-être des exemples terre à terre pour que vous compreniez. D'abord, la stabilité de la monnaie est un facteur très important. Ça veut dire quoi, la croissance, ce n'est pas un gâteau qu'on peut couper en 1000 morceaux et on distribue. Et commence à dire prenez un morceau de la croissance. Non, oui. La croissance, c'est l'environnement, c'est la production des richesses
par rapport à un point A où vous étiez et grâce à ces investissements, la création de richesses, vous évoluez vers le point B, ainsi de suite, et c'est quantifié. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en République démocratique du Congo, au jour d'aujourd'hui, suite à cette stabilité de la monnaie, d'abord la stabilité du cadre macroéconomique, avec comme premier élément la stabilité de la monnaie, eh bien, on peut investir, on peut planifier. Je vous donne l'exemple, l'eau, la bouteille d'eau que vous et moi, nous achetons, donc on l'achète à 500 francs depuis près de 3 ans. 500 francs. Oui. Et ça n'a pas changé. Regardez même les taux de change. Oui. 1 dollar contre le franc congolais. Oui. On oscille toujours entre 90, 91, 93. Oui. Hein? Donc, c'est là, 95. On est dans cette fourchette-là. Et pourtant, nous sommes dans un système qu'on dit taux flottant. Oui. C'est-à-dire, la monnaie se régule par rapport au choc du marché. C'est-à-dire, on est dans une économie libérale. Donc, au niveau de la République démocratique du Congo, au jour d'aujourd'hui, regardez combien de supermarchés qui sont créés. J'ai dit... Mais est-ce que dans ces supermarchés, les gens consomment? Quand les gens commencent même à changer des habitudes, nous sommes en train timidement de recréer la petite classe moyenne. Les gens viennent au travail, sur base de leur petit salaire, ils disent qu'il faut aller dans les supermarchés, on vend la nourriture. Donc le problème de la nourriture est en train d'être conquis, est en train d'être maîtrisé petit à petit. Et vous avez dans nos assiettes le foufou de Bukangalonzo. C'est pour cette raison, dans cette enquête, on demande à tous les pays de diversifier les sources de financement de l'économie. Toujours pas des mines. Parce que notre croissance est tirée en grande partie par le secteur extractif. Notamment, vous avez les mines, vous avez non, ça, il y a aussi le secteur des services. Donc, il faut diversifier et notamment orienter les investissements dans l'agriculture où vous n'avez pas besoin de la formation pour faire cultiver la terre. Et la première indépendance, c'est l'indépendance du ventre. Lorsque vous avez conquis cette indépendance-là, les autres indépendances, notamment l'indépendance économique, ça va suivre. D'où la nécessité pour la République démocratique du Congo de se battre pour le ruissellement de cette croissance, pour l'inclusivité. L'inclusivité repose d'abord sur la création de l'emploi. Le malheur en République démocratique du Congo, étant donné que la croissance est tirée par les secteurs extractifs, notamment miniers, ces secteurs-là ne créent pas des emplois massifs. Il faut être spécialiste pour travailler dans le mine. Ce sont des engins, ce sont des machines qui travaillent plus. Donc, il faut aller dans le secteur agricole, investir suffisamment pour créer suffisamment d'emplois. Et surtout que nous avons une jeunesse. L'Afrique aujourd'hui compte 1 milliard d'âmes, dont plus de 70% constitués de jeunes de moins de 30 ans. Et faites les calculs pour la République démocratique du Congo. Le premier enjeu, c'est de créer de l'emploi de ces jeunes-là, les encadrer. Et c'est ce que l'UNPP est en train de faire parce que c'était une erreur de la colonisation. On nous formait pour être des exécutants, on nous formait en nous bourrant la tête avec des philosophies, on n'était pas prêt à l'emploi, on n'était pas prêt à participer à la création des richesses. Or, quand vous regardez les États-Unis, la Chine, le Japon, tous les pays qui ont émergé, la classe moyenne a été créée sur base des corps des métiers. Donc, de jeunes gens, même s'il n'a pas le temps d'aller jusqu'à l'université, à partir de l'INPP, il a son emploi, il devient son patron, il crée de l'emploi, il va créer des richesses et c'est ça qui va booster la République démocratique du Congo pour une croissance inclusive. Merci Jérôme Sekana. On termine cette émission avec ces perspectives qu'ont donné tout à l'heure le monsieur représentant du PNUD ici chez nous. Il ne faut pas que la RDC s'assoie. Il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers. Je vais simplement évoquer un exemple vivant que l'on peut comparer d'ailleurs. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un pays qui a été totalement dévasté, c'était l'Allemagne. Dévasté et totalement détruit et bombardé et occupé. Occupé, ça signifie détruit et occupé. Il y avait 3 administrations, une russe, une française et une américaine. Alors, le chancelier qui a d'ailleurs une légitimité relative, vous voyez, il a une souveraineté relative, il est pratiquement un commis, hein, mais il demande aux Allemands, il dit aux Allemands, nous allons travailler pour rebâtir l'Allemagne. Nous avons travaillé pendant 8 heures, pendant de longues années, pour faire de l'Allemagne ce qu'elle était par jour. Alors, je vous demande qu'on puisse travailler pendant 10 heures pour augmenter avec peu de salaire. Les Allemands ont répondu en disant « Nous travaillerons pendant 15 heures avec la moitié de ce que nous gagnions avant la guerre. »
15 heures. 15 heures. Économique Aujourd'hui, de l'Europe. Alors, traduction pour ceux qui nous suivent. ça signifie en réalité Oui. que nous devons nous sacrifier. Nous sommes une génération qui doit se sacrifier pour que le pays soit développé. Il faut que ceux qui aujourd'hui ont la décision acceptent ce sacrifice. Les trains de vie de l'État. Les trains de vie de l'État, pas seulement de l'État, les trains de vie de tout un chacun d'entre nous. Pas nos fonctionnaires qui sont payés. On est trop jouisseurs. Les parents, les enfants, les trains de vie de tout le monde. Les enfants qui demandent chaque jour, papa achète-moi un iPhone, ils doivent savoir aussi que la vie est dure, que nous devons économiser pour obtenir des conditions de vie. Comme les pour Chinois. demain. Comme les Chinois l'ont fait. Parce que je vous dis que l'Allemagne, tellement que le pays a été discipliné, ils ont accepté le sacrifice. 10 ans après. Bénéficiant du plan Marshall. Aujourd'hui, c'est la première économie Puissance économique européenne. La première Et l'Allemagne traîne tout le monde. La première destination de tous les réfugiés. Ils ferment les yeux en traversant d'autres pays et, Voilà et ne les ouvrent que quand ils sont à la frontière allemande. Et Angela Merkel est la première personnalité féminine du monde. Oui, Aujourd'hui, la avec les Bretagne, Times. de cette Donc, je oui. dis que la rigueur qui est celle de notre gouvernement, je pense que le Premier ministre est passé un peu en Allemagne il y a quelques... Oui, deux fois. Deux fois. Il y a des Allemands Moi, qui sont je pense bénéfices. que c'est un pays qui doit nous inspirer. Oui. C'est un pays qui doit être discipliné. Les Allemands, ce n'est pas des gens à polémique inutile. Oui. Quand ils ont un débat sur une question, quand ils ont découvert ce qu'il faut faire, tous, ils le font. Ils vont tout droit à l'objectif. Aujourd'hui, nous devons réduire notre temps de vie. Nous devons être solidaires les uns des autres. Voilà de trois choses. Il y a la bonne gouvernance, il y a le sacrifice et il y a la solidarité nationale. Et halte à l'exclusion. On doit travailler avec les compétences, même si elles se retrouvent dans l'opposition. Le pays nous appartient tous. Il faut que nous puissions nous récupérions toutes nos compétences pour relever les défis du développement. Absolument. Et c'est possible. On peut atteindre l'émergence avant 2030. Merci beaucoup. En tout cas, c'était une émission d'appréciation, d'analyse sur ces performances de la RDC. On ne le dira jamais assez. L'union fait la force. Majorité opposition, société civile, les compétences d'abord, le travail ensuite et surtout beaucoup de sacrifices. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.